TIC et NTIC politique. Donc messieurs, la parole est à vous. Ils m'ont prévenu qu'ils allaient faire du ping-pong, donc si vous permettez, je vais légèrement me reculer pour ne pas me retrouver fusillé entre nous. Voilà, merci Madame la Présidente, merci Olga. Donc l'idée était de se reposer des questions juridiques, en effet, depuis, en reprenant quelque part, on peut imaginer facilement en effet, il y a un internaute, il y a nous avons une identité, nous avons éventuellement produisons des biens numériques, etc. Mais on peut être attaqué par des personnes, ce sont des personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui un device, parce que c'est plus nécessairement un ordinateur fixe, avec une tablette mobile, je vois quelqu'un qui s'en sert, qui se connecte, qui doit se connecter. Ça pose des problèmes, en effet. Il y a des problèmes de qualité de connexion, de débit de connexion, de service minimum sur ces connexions. Et derrière, en effet, cette personne va aller, aujourd'hui on appelle ça dans le cloud, dans les nuages, aller stocker des données, peut-être partager avec d'autres, co-créer avec d'autres personnes. Donc il y a toutes ces notions de partage, de réseautage, etc. Alors, en préparant avec Thibaut, hélas, il n'y a pas de concept juridique unifié. Au contraire, il y a énormément de lois, et Thibaut en parlera. Alors on va essayer quand même de faire simple, parce que quand deux juristes sont à une tribune, ça risque d'être incompréhensible. Donc Thibaut va être très vulgarisateur. Et donc, nonobstant cette remarque liminaire, que j'espère non rédhibitoire de votre chef, je vais passer maintenant la parole à Thibaut, qui voulait rebondir en réalité sur l'intervention précédente pour commencer. Ah ben oui, merci Pierre de me donner cette occasion. J'ai été très touché par l'intervention de M. Van Dormeren, c'est bien ça, du monde des possibles, et par votre intervention également. Là, c'est plutôt en tant qu'observateur des usages de l'Internet depuis presque maintenant 16 ans, 1996. J'étais effectivement président d'un organisme fédéral il y a quelques années où on avait initié des actions en matière de réduction de la fracture numérique, mais à l'époque on parlait vraiment que d'accès. Et aujourd'hui on parle beaucoup plus d'usage. Et aujourd'hui la fracture numérique, elle se définit aussi par rapport à l'inclusion ou l'exclusion par rapport aux communautés qui existent. Et on n'existe plus vraiment si on ne fait pas partie d'une communauté virtuelle. Je force le trait. Et ce que vous faites va vraiment, à mon avis, dans le sens de la société en général, c'est que les personnes exclues, c'est pas simplement de l'outil, mais c'est aussi des communautés qu'elles peuvent d'ailleurs créer, et puisque les valeurs qui émergent maintenant de l'Internet, et ça a des bons et des mauvais côtés, c'est des valeurs de partage et de solidarité. Ça a des mauvais côtés aussi parce que, par exemple, ça vient secouer beaucoup les concepts juridiques comme le droit d'auteur, par exemple. C'est quand on parle de partage, il y a le mot gratuité qui n'est pas loin, et la gratuité, ça fait pas bon ménage avec le droit d'auteur, par exemple. Mais c'est fondamentalement les valeurs qui émergent, quoi. Et si on exclut les communautés virtuelles, on est parfois exclu de la société tout court. Donc ça me semble très très important de commencer par là, si on parle de fracture numérique. Alors pour rebondir sur ce que tu disais à propos des protections individuelles, on ne manque pas de loi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a 10 ans, on en a été à dire on va faire des nouvelles lois. Maintenant des lois, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont d'origine européenne. 80% des lois maintenant sont d'origine européenne et particulièrement dans le domaine numérique. Donc on ne manque pas de lois. Par contre, on manque de connaissance de ces lois. Et 10 ans après, le constat est le même. Et il est pire. Parce que plus de lois tue les lois, hein, comme disait quelqu'un que je ne connais pas. Et donc c'est pas tellement ça le problème. C'est vraiment plutôt une question d'éducation. Même moi, je m'y perds. Hein, il suffit de plus être connecté pendant 2 semaines à l'actualité juridique. Et déjà, on dit, maintenant, tu n'es pas au courant qu'il y a la Cour de justice qui vient de rendre tel arrêt, qui dit, ah bon, moi, j'étais pas au courant. Et on passe pour un C, 3 petits points. Et maintenant, sur les sujets qui sont problématiques, et nous, on le voit dans les dossiers qui arrivent au cabinet, en tant qu'observateur de cette évolution numérique, le droit au lobby est effectivement un problème important, très important. Je vais vous raconter un cas que je vais essayer d'analyser au maximum et qui m'est arrivé déjà il y a 12 ans. Je vous explique le cas parce que c'est arrivé il y a 12 ans. Ça veut dire que ce qui se passe maintenant est à multiplier par au moins 150. C'est il y a 12 ans déjà, on avait des dossiers du type un professeur doit donner un colloque 2 semaines plus tard à l'université et son petit ami plaque cette personne et met sur le web une vidéo un peu compromettante sur certaines intimités qu'ils ont eues de vacances en Tunisie. Et elles arrangent pour que cette vidéo soit postée sur un site web qui crée au nom de son ex-petite amie, qui est la professeure en question. 2 semaines plus tard, il y a le colloque. Donc tout le monde va sur Google pour avoir de l'information sur le colloque.
première information qui émerge des résultats Google, c'est cette vidéo compromettante. Alors elle fait un référé pour enlever le contenu. Elle appelle à la cause des gros moteurs de recherche de l'époque et elle croit obtenir un résultat satisfaisant parce qu'effectivement il n'y a plus rien pendant 24 heures, sauf que les étudiants de l'université ont trouvé ça très amusant. Ils ont commencé à créer des sites miroirs et à sur les forums de discussion. Donc ça s'est transformé comme une sorte de métastase. Il a fallu plus de 2 ans avant que le contenu sorte de la première page de Google. 2 ans, et on est ici en 2001. Alors imaginez en 2013. En 2013, entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ma voisine, autre exemple, ma voisine, maintenant elle est en Suisse, donc je peux parler d'elle. Ma voisine qui avait 16 ans, elle était toute contente en me racontant qu'elle était tombée amoureuse d'un garçon à la cour de récréation. Elle l'avait tagué. Il faut s'habituer maintenant au jargon. Si vous ne voulez pas avoir l'air ringard, il faut comprendre le mot taguer. Elle a tagué l'objet de sa concupiscence sur sa page Facebook, avec des commentaires très alléchants. Alors c'est très amusant sur le moment même, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas Facebook, elle l'aurait simplement dit à sa copine. Sauf que là, 5 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer 5 ans plus tard? 5 ans plus tard, elle aura 22 ans, elle sortira des études, elle demandera un emploi, et son employeur fera comme tout le monde, tapera son nom sur Google, et tombera sur des phrases un peu salaces qui sont mignonnes quand on a 16 ans, hein, mais qui peuvent être un peu embêtantes quand même, quelques années plus tard. Un autre exemple, c'est un magistrat qui avait été injustement accusé de pédophilie à l'époque où on accusait tout le monde de pédophilie, vous vous en souvenez, il y a déjà quelques années. Triste abus de voilà, c'était comme ça à l'époque, on voulait discréditer quelqu'un, on l'accusait de pédophilie. Et ce magistrat a été blanchi, mais les articles de presse de l'époque sont restés sur le web. Alors les journalistes sont absolument pas fautifs, parce qu'il n'y avait pas de diffamation. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'un compte-rendu de l'actualité judiciaire du moment. Sauf que la société dans laquelle on est fait qu'on s'intéresse plus à ce qui est croustillant et sensationnel qu'à ce qui blanchit après les personnes, parce que ça c'est moins vendeur. Donc il y avait beaucoup moins d'articles sur le web qui parlaient du fait qu'il avait été blanchi que ceux qui l'accusaient. Et il n'y a rien à faire au niveau juridique, c'est incroyable, hein, mais il n'y a rien à faire au niveau juridique. On ne peut que entrer en négociation avec les médias et essayer de leur dire c'est quand même pas très juste, quoi. Cette histoire elle a 10 ans et bon, voilà, et entre-temps, si je fais une comparaison avec avant Internet, qu'est-ce qui se passe avant Internet? Vous aviez un article dans un journal qui était embêtant, les années passent et les archives du journal, il fallait les chercher dans des caves, il fallait avoir des accréditations de chercheurs pour avoir accès à cette information. Elle était oubliée, aujourd'hui, cette information reste, donc elle n'est plus oubliée. C'est très embêtant. Thibaut, tu as déjà passé ton parole. C'est très bien, je peux rien dire. J'aimerais savoir, en termes européens, au niveau institutions européennes, les différents États, où on est aujourd'hui au niveau de la législation sur le problème? Il y a un projet de règlement de la Commission européenne qui voudrait imposer le droit à l'oubli. Donc, ici, les réponses sont forcément européennes. Donc, puis la compétence maintenant en matière de vie privée est une compétence européenne. Donc on attend un règlement qui reconnaîtrait le droit à l'oubli. Et alors, pas loin, tu as la problématique aussi qu'on parle de personnes, c'est l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est l'autre problème pour les juristes, parce que c'est très difficile d'appréhender l'usurpation d'identité numérique, un peu comme le droit à l'oubli, parce qu'il n'y a pas d'infraction qui est spécifique au fait d'usurper une identité sans commettre d'infraction ensuite. Ce sont les infractions qui sont visées par la loi. Si j'usurpe votre identité pour piquer votre compte bancaire et vous volez de l'argent, ce n'est pas l'usurpation d'identité numérique qui est un délit, c'est le fait que vous aurez piqué de l'argent, c'est assez clair. Mais le fait de me faire passer par... d'utiliser une de vos identités numériques, parce qu'il y a plein d'identités numériques, des alias, etc. Il y a des personnes qui ont plusieurs identités numériques aujourd'hui. L'usurpation elle-même n'est pas visée par la loi. Et donc oui, ça pose des problèmes, par exemple, lorsque on crée des comptes Facebook au nom de quelqu'un.
et pour pouvoir profiter par exemple de sa notoriété. C'est pas évident, il faut faire des contorsions juridiques par la vie privée, le droit à l'image, etc. Mais ça crée une grande incertitude juridique. On doit aller vite, donc on doit enchaîner. On est une entité et on produit en général, on produit sur Internet. Donc c'est la question du droit d'auteur, son évolution. Donc le droit d'auteur au sens strict, peut-être aussi le droit moral. On a donc souvent en effet, dans un monde en effet globalisé où les lois sont fondamentalement territoriales, ont limité quelque part les enjeux. Comment évolue ce droit d'auteur? Le droit d'auteur est un droit absolutiste. En tout cas dans notre système juridique, contrairement au droit américain, qui est beaucoup plus souple sur la notion de droit d'auteur. Donc nous, on considère que n'importe quel objet de la création humaine est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Ça pose d'énormes problèmes sur Internet, parce que cette tradition, qui est assez ancienne du droit d'auteur, elle vient heurter frontalement les valeurs de partage qui dominent de plus en plus dans l'Internet. Quand vous parlez d'un jeune de 15-20 ans, il n'a pas l'impression de commettre un délit lorsqu'il va faire des copier-coller de contenu et qu'il partage avec ses copains et qu'il met sur sa page Facebook. Pour lui, c'est une évidence. Il n'a pas du tout l'impression de commettre quelque chose d'illégal. C'est pas pour ça qu'il est sans valeur, mais cette valeur de partage, elle est presque devenue génétique. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire cohabiter le droit d'auteur à l'ancienne avec... je vais vous donner un autre exemple, ça a aussi des bons côtés. C'est que lorsque la jeune génération lance des projets web, par exemple maintenant, il y a une tendance de plus en plus à faire appel à la communauté pour créer des projets. Faire appel à la communauté, c'est pas simplement échanger de l'information, c'est par exemple dire aux autres internautes, financez mon projet. C'est ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, qu'on a appelé le financement participatif en français. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans nos habitudes de notre génération. Et c'est complètement... Alors, comment fonctionnent les jeunes? Ils partagent toute leur création, ils n'ont pas peur que leur création soit piquée. Donc, ils mettent sur le web des projets qui sont l'état de projet, donc ils pourraient être piqués par d'autres. Ils n'en ont pas peur, parce que eux, ce qu'ils recherchent, le partage fait partie de leur gène, et le buzz est plus important que la protection juridique. Le buzz, autre mot français que je vous invite à retenir, comme tag, et voilà, le bourdonnement. Et le buzz est plus important que la protection. C'est-à-dire, moi, si je vais plus vite que mon voisin pour qu'on connaisse mon projet, j'ai gagné. Et si on me le pique, c'est que je ne suis pas assez rapide. Ça change complètement les fondamentaux du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, une des réponses, qui a montré que ça fonctionnait bien en France, par exemple en matière musicale, c'est d'aller vers un système qui fait hurler l'industrie de la musique. Hurler n'est pas un mot trop fort, c'est la notion de licence légale. Il y a déjà des exemples en France de plateformes où on paye 5 € par mois et où on a des millions de titres, pratiquement autant que iTunes, en payant 5 € par mois, et ça marche très bien. S'engouffrent là-dedans des milliers de labels indépendants qui font qu'on a une masse critique de morceaux de musique qui concurrence largement iTunes. Donc, voilà, alors, quand je dis ça, c'est pas l'avocat qui parle ici. Hein, parce que, oui, mais justement, c'est vraiment le citoyen. On a vu dans la presse Alain Germache faire un billet il y a quelques jours, il y a aussi un article dans Le Monde, en effet sur la transmission finalement de ces contenus numériques auxquels on peut avoir accès. Certains voudraient en effet pouvoir léguer leur bibliothèque numérique, leur discothèque numérique, ça n'existe, ou alors ça n'existe plus. Mais le problème, c'est que dans notre société, c'est de définir le droit de propriété. C'est de nouveau, c'est le même débat avec le droit d'auteur. On est propriétaire de quoi aujourd'hui? On ne sait pas en fait de quoi on est propriétaire. Quand vous utilisez un logiciel, un morceau de musique, etc., les gens ils consomment. Ça oui, ils consomment. Mais est-ce qu'ils en sont propriétaires? C'est pas évident. On est dans des systèmes où il y a des licences, des shareware, il y a des notions juridiques qui sont pas celles de la propriété. Donc on est plus des locataires finalement de contenu, ou des usagers de contenu, des propriétaires de contenu, dans beaucoup de situations. En matière informatique, c'est particulièrement le cas dans le cloud, par exemple. Dans le cloud, vous utilisez une application informatique, vous n'en êtes pas propriétaire.
Donc la transmission, on transmet quoi? Un droit d'usage? C'est pas évident. Donc la non-génération numérique que nous présentons tous les deux, Mais de nouveau, c'est très old school, hein, de vouloir être propriétaire de quelque chose. Et justement aujourd'hui, cette année, on fête les 10 ans des licences Creative Commons, qui est un système intermédiaire. Tu pourras me expliquer peut-être ce que c'est? Mais, sans rentrer dans les détails, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'open source. Hein. Et ça, c'est de nouveau valeur de partage. Hein. Ça a des très bons côtés. Wikipédia est basé là-dessus. Wikipédia, donc c'est cette encyclopédie universelle sur Internet, est basée sur une figure juridique et celle de la non-propriété. C'est-à-dire que ce qui est développé, que ce soit du contenu ou que ce soit du logiciel, est mis à la disposition de la communauté mondiale. Chacun peut contribuer aussi à le faire évoluer d'un point de vue technique, mais il y a quelques obligations qui sont des obligations plus, je dirais presque de courtoisie, et qui sont de dire oui, si je cite le contenu et que je vais le prendre chez Wikipédia par exemple, ben je dis que ça vient de Wikipédia. Et puis il y a des règles de bon comportement dans la manière de contribuer au contenu. On ne fait pas n'importe quoi. Et il y a quand même un contrôle sur la qualité. Donc, et ça, voilà, ça fait partie vraiment du nouveau paradigme de notre société. C'est de nouveau, personne n'est propriétaire de ça. On s'écarte un peu du sujet, mais sur la même parler de Wikipédia, tout le monde connaît Wikileaks. Comment le juriste considère en effet cette liberté d'expression collaborative, parce que absolue, que doivent avoir les intervenants? Ce qui est extraordinaire avec l'Internet, c'est qu'on est constamment dans des confrontations majeures de droits fondamentaux qui sont en réalité équivalents. C'est la sécurité nationale, elle vient heurter le droit à l'information. Qui doit gagner? Même chose entre le droit d'auteur qui est un droit de propriété, et le droit à l'information. C'est la même chose. Donc ce sont des droits qui sont reconnus de la même manière, souvent on les retrouve dans les conventions internationales, et ils sont en concurrence. Et comment tu, toi qui influence, qui est un grand influenceur? C'est toujours plus sympa d'être le révolutionnaire que le réactionnaire. Hein. Donc moi je suis plutôt pour le droit à l'information, mais encore ça vaut rien de dire ça parce que c'est aussi au cas par cas. C'est comment l'information a été obtenue aussi. Je ne veux pas valider le fait qu'une information a été obtenue, par exemple, en craquant un système informatique. Je ne veux pas valider parce que c'est parfois le cas aussi. Donc souvent le problème vient dans la manière dont les choses ont été faites. Mais mettre à disposition du public des câbles, comme on dit, 10 ans après, ça ne me choque pas. Ça, pour moi, c'est du droit à l'information. On parle de création, tu as pas évoqué le cloud. Donc en effet, accéder à des logiciels, mais surtout stocker des données quelque part dans les nuages pose un certain nombre de problèmes juridiques, notamment. Le cloud, aujourd'hui, le problème du cloud, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière le cloud. C'est-à-dire que le cloud, c'est donc le fait d'utiliser des applications qui sont en fait stockées sur des serveurs virtuels, et donc l'application n'est pas sur votre machine, mais elle est quelque part sur Internet. Ça offre énormément d'avantages parce que d'abord c'est extrêmement rapide, parce que on mutualise tous ces serveurs au niveau mondial, et on doit rien installer sur sa machine, et donc ça coûte pas cher, et on obtient des applications qui sont parfois même beaucoup plus puissantes que les applications que vous auriez sur votre ordinateur. Donc ça a beaucoup d'avantages. Le désavantage, c'est que vous avez le site qui vous vend le service, mais lui-même n'est pas propriétaire de ce service. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de cloud. Et in fine, on se retrouve en Inde, on ne sait pas où. C'est-à-dire que le serveur initial, si vous voulez, où tourne tout, il est quelque part sur la planète autre. Et c'est là, en fait, in fine, que vos données personnelles vont être stockées. Or, rappelle exactement ce qu'est des données personnelles. Normalement, quand je t'appelle maître d'anticorpiste, je connais ton statut, je connais ton genre, ce sont déjà des données personnelles. Oui, bien sûr, même un numéro de téléphone est une donnée personnelle. Tout ce qui peut même indirectement vous identifier. Un numéro de carte de crédit est une donnée personnelle, même s'il n'est pas lié directement à un nom. Et toutes ces données-là peuvent être stockées quelque part en Inde. J'utilise le mot... alors que normalement, ça devrait rester en Europe, et parfois même en Belgique. C'est pas que ça devrait rester en Europe, c'est que au moins ça doit être dit. Au moins ça doit être dit, parce que le transfert des données personnelles à l'extérieur de l'Union européenne
est soumis à des règles plus strictes. Donc, si c'est le cas, d'abord, vous devez donner votre consentement exprès à ce transfert, exprès. Donc, il faut d'abord une information, et ça n'arrive quasiment jamais. Vous ne savez pas si vos données sont trouvées en Inde. Vous ne savez pas. Il faut au moins, et en réalité, votre prestataire lui-même ne le sait pas souvent. Parce que la chaîne est faite de telle manière qu'il y a plusieurs intermédiaires techniques, et il ne sait pas lui-même si les données se retrouvent en Inde. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une forme de droit à la sécurité de ces données individuelles? Oui, il y a dans les directives européennes un droit à la sécurité. C'est-à-dire que votre prestataire, donc celui avec qui vous contractez, il est responsable de la sécurité de son système. Et s'il fait appel à des sous-traitants, ce qui est souvent le cas, sous-traitants informatiques, qui peuvent être à l'étranger, il doit avoir un contrat avec ses sous-traitants qui reporte ses sous-traitants cette responsabilité juridique. Mais il est toujours lui seul responsable par rapport à ses clients finaux, évidemment. Donc, mais ça, c'est du droit. Donc, quand vous avez un contexte international, c'est quand même pas évident d'aller chercher la responsabilité d'un opérateur aux États-Unis, par exemple. C'est pas évident. On évoquait le club, les conflits de loi, et tu peux me parler de backdoors, de discovery, etc. Il faut savoir que parfois, certains grands États s'octroient un droit de regard sur... Alors ça fait un peu la théorie du complot. Hein. Ah, on aime bien ça. Hein. Ça, c'est bien la théorie du complot. Et, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a eu même d'ailleurs une commission parlementaire au Parlement européen qui s'intéressait à ça lorsqu'ils ont enquêté sur Echelon, sur le programme Echelon. Et les parlementaires ont, sans pouvoir le prouver de manière absolue, avaient la conviction qu'il y avait ce qu'on appelle des backdoors. Ça veut dire que les grands industriels de l'informatique américain mettraient dans leur programme en fait des sortes de backdoors, c'est-à-dire des entrées qui permettent d'envoyer ces informations directement au service secret américain. Donc là, ça fait très théorie du complot. Et donc on parle de Microsoft, par exemple, qui aurait des backdoors comme ça. Bruno va réagir tout à l'heure. Donc Bruno Schroeder, Microsoft, directeur technologique. Donc effectivement, il y a eu toute une série d'articles dans le passé et de suppositions qu'il y avait effectivement des backdoors. Alors de la même manière que votre juge accusé de pédophilie n'a jamais pu faire le poids entre les articles accusateurs et les articles qui le blanchissaient, on a exactement la même situation. Alors pour résoudre ça, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a mis au point un programme qui partage les sources avec n'importe quel gouvernement dans le monde. Et donc les sources des produits Microsoft qui sont utilisés ont été examinées, je pense maintenant, par 70, 80 gouvernements différents qui ont eu accès à la totalité du code source et qui ont pu vérifier qu'il n'y avait pas de backdoor dedans. Donc, voilà. Très bien. Merci. Mais c'est quand même sympa la théorie du complot. C'est extrêmement amusant. C'est amusant, hein. J'en ai quelques autres aussi. Je crois que c'est révolutionnaire. Bon, il nous reste très peu de temps. On pourrait... Je reviens. Ça va, vous tenez le coup là, parce que je trouve que ça va vite. Hein, Ah, c'est même impressionnant. Vous avez réduit en temps. La saisie. Je voudrais qu'on parle de la saisie. Bref, le fait de saisir, en effet, les devices, etc. C'est vrai que souvent les huissiers font comme les voleurs, ils prennent ce qui a le plus de valeur, donc l'écran télé, mais aussi les ordinateurs, les tablettes, etc. Or, dans quelle société d'information, mais ça peut être critique et c'est un sujet qui préoccupe notamment depuis très longtemps. Moi, je pense que c'est un vrai sujet parce que c'est pour moi un sujet qui rentre dans le périmètre de la notion de service universel. La notion de service universel, elle existe depuis 2002 dans le paquet télécom et elle a été étendue rapidement à l'Internet, en communication électronique, mais c'est uniquement un service universel sur l'accès. Et avec des droits très minimaux au niveau de, par exemple, du fait que l'Internet doit pouvoir être offert à un prix abordable. Et c'est la notion qui est utilisée dans les textes. Prix abordable, c'est très vague. Ça veut dire quoi, un prix abordable? Quand on voit le prix, par exemple, de l'Internet en Belgique par rapport au prix de l'Internet en France, c'est du simple au double, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence en France. Oui, simple au double, simple au triple. Et étant dans les deux pays, pardon? comment l'estimes-tu, toi? Comment l'estimes-tu? Comme tu es établi dans les barreaux de Bruxelles ou de Paris, que tu vas avoir des cas de plus en haut, c'est un facteur d'explication. Je n'ai pas compris la question. As-tu un facteur d'explication du fait que ce soit, par exemple, je cherche chez... Oui, mais ça, c'est une question de marché, c'est une question de concurrence. C'est une question de concurrence.
Et là, le droit européen intervient à la marge. C'est-à-dire que du moment que les règles de concurrence sont respectées, après, il y a une pression qui est plus importante sur les opérateurs en France, du fait du monde, du marché, etc., qu'en Belgique. Donc, ce qui en fait, il suffit de regarder. Mais maintenant, il y a une pression supplémentaire qui vient de nos opérateurs. Enfin, soit, c'était pas la question. La question, c'est de savoir que le service universel concerne l'accès, les usages, mais peut-être aussi le device lui-même. Et ça, c'est une question intéressante. C'est que moi, j'ai déjà été confronté à des situations. Quand vous regardez sociologiquement maintenant les entrepreneurs, il y a énormément d'auto-entrepreneurs qui travaillent uniquement chez eux ou dans des espaces parfois de coworking. Et leur outil, ce n'est que l'Internet, à 100%. Et ils sont des dizaines de milliers. Et ce sont soit des jeunes, hein, parce qu'ils sont nés là-dedans. Alors, ils font du marketing web, du référencement Google, ils participent justement à du développement de logiciels libres, etc. Ou, comme on l'a vu avec le monde des possibles, des personnes qui viennent à l'Internet étant à l'origine plutôt défavorisées et exclues, et qui trouvent là vraiment un nouveau rebond dans leur vie. Si on leur prend l'Internet, c'est plus de l'exclusion, c'est de la disparition. Et l'ordinateur, c'est juste un bien matériel comme un autre aujourd'hui. Hein. Donc, il est saisi comme une voiture, comme un four-micro-ondes. Comme un four-micro-ondes. Est-ce que l'ordinateur, c'est un four-micro-ondes aujourd'hui? Quoique, bientôt, les four-micro-ondes, ils seront aussi connectés à Internet. Pour télécharger vos réseaux. Je vais faire agir la présidente. Sur le fait, en effet, est-ce que c'est un monde en concurrence ou est-ce que le fameux paquet télécom du bleu permet d'imposer éventuellement des contraintes supérieures aux opérateurs, éventuellement en termes d'amélioration de la qualité du service, en termes de réduction tarifaire? Oui, il y a des garde-fous, mais le paquet télécom ne permet pas de dire aux opérateurs belges divisez par 2 vos prix parce qu'en France c'est moins cher. Ce paquet télécom n'a pas ce pouvoir-là. Sauf comme Viviane Reding voulait faire, c'est par exemple de dire voilà, on va maintenant sur toute l'Europe décider qu'on va plafonner le prix du roaming, par exemple, l'itinérance. Ça c'est une compétence européenne. Dire voilà, maintenant vous arrêtez les abus d'itinérance, parce qu'il y a des abus dans l'itinérance. Donc c'est le fait de payer un prix supplémentaire parce que vous passez sur un réseau d'un autre pays. Ce qu'on appelle l'itinérance. Il y a des abus dans l'itinérance, qui sont évidents. Tu as évoqué aussi un peu d'avant le fait que c'est intéressant d'étendre ce service universel qui existe, notamment au débit, et alors au mobile. Ça, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, mais c'est un sujet qui a été posé à la Commission européenne, qui a décidé que c'était prématuré, et c'était de savoir dans ce service universel qui garantit donc l'accès à un prix abordable à l'Internet, est-ce qu'on doit mettre dans ce périmètre l'Internet mobile, donc le fait d'avoir accès à Internet par son mobile, et le haut débit. C'est une question, c'est d'avoir finalement, voilà, on garantit un prix abordable l'accès à Internet, mais l'accès à Internet de 2001, c'est plus d'aujourd'hui, quoi. C'est plus la même chose que le haut débit. Donc maintenant, en même temps, le haut débit est partout, plus ou moins partout. Maintenant, il faudrait plutôt parler aux gens qui sont sur le terrain, de savoir si ça a encore un sens. D'accord. Pour toi, donc, en conclusion, j'ai 2 questions. Un, le concept d'identité numérique, est-ce que c'est un concept sociologique ou alors ça a vraiment une consistance juridique? Au sens large, hein? Non, l'identité numérique au sens juridique n'existe pas. L'identité patronymique existe. Les données personnelles sont reconnues en tant que données personnelles, mais l'identité numérique en tant que telle n'existe pas. En France, ils ont légiféré, ils ont décidé de créer un délit spécifique d'usurpation de l'identité numérique. Qui d'ailleurs, nous, assez mal foutu parce qu'elle est tellement large elle devient une sorte de diffamation facilitée. Et donc, voilà. Mais en tout cas, le débat est là. C'est effectivement reconnaître l'usurpation. Moi, je pense qu'il faudrait reconnaître une identité numérique dans notre législation. Et alors, dernière question, est-ce que ça aurait un sens aujourd'hui d'intégrer le droit numérique parmi les droits socio-économiques, il y en a de plus en plus dans les constitutions, dans les émissions de constitution? C'est déjà un peu le cas, hein, parce que le service universel... carrément de l'intégrer dans les textes fondateurs.
constitutionnelle. Pour reconnaître quoi? Et le droit à accéder à cette Ça, information. c'est le droit à l'information, c'était déjà. Donc pour toi, il n'y a pas eu de discussion. Je ne pense pas. Ou alors on peut être plus précis sur ce qu'on doit reconnaître. Mais si c'est celui du droit à l'information, ça existe déjà. Cour européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme. Donc voilà. Mais je te remercie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Voilà. Simplement, si vous voulez en savoir plus, suivez Thibault Lorby, ses associés sur le web, ils écrivent beaucoup, et notamment ils étaient à l'initiative, je pense que c'était à l'initiative d'un super blog qui s'appelle droit-technologie.org. Voilà, où vous allez pouvoir retrouver énormément de problématiques abordées. Madame la Présidente, merci. Merci à tous les deux. Je crois que là, nous avons eu un exercice très décapant sur à la fois un inventaire de nouvelles terminologies et de nouveaux enjeux. Et ça, je crois, de manière tout à fait méthode, ça c'était absolument en tous les cas passionnant. Moi, je voudrais simplement revenir sur un point. Il est clair que dans le quotidien, nous vivons des situations extrêmement graves sur le plan social et que depuis des années, en tous les cas, nous essayons de faire en sorte que lorsqu'il y a saisie chez les personnes, on ne considère pas que cet ordinateur est un instrument de luxe, au même temps que l'écran plat, qui vraiment fait vibrer tout le monde. On considère que c'est vraiment devenu un outil fondamental, essentiel. Je crois que les témoignages qu'on a eu tout à l'heure de nos prouvent. C'est à la fois un élément qui est constitutif d'identité. Les gens écrivent, je reçois maintenant des demandes d'aide sociale non plus par simple email, mais je reçois sur Facebook, donc c'est quand même très interpellant. On sait que pour les enfants, c'est un outil de travail qui est nécessaire. On sait que pour les parents, ça devient peut-être le seul espace de communication qui leur reste. Et je rappelle que Skype est encore utilisable pour avoir des communications beaucoup moins chères. Et donc, ce n'est plus un outil de luxe. Et il faudrait que l'on puisse le faire inscrire dans, au même titre que le lit, la table et les 4 chaises, que l'on ne peut pas enlever à toute personne saisie, on puisse l'inscrire au même niveau, ou en tous les cas donner des garanties par rapport à cela. Le combat est loin d'être gagné, mais on continuera, comme vous le savez, on est très coriace de ce côté-ci, en tous les cas, du Parlement. Voilà. Tu as trouvé un excellent juriste. J'espère que c'est